Oui, l'idéologie, c'est un peu dans le fond de l'air. Et là, je vais utiliser une expression qui n'est pas de moi, qui est un de mes amis, Paul Soriano, qui a dit que l'idéologie, nous sommes tous dans des petites bulles individuelles avec nos réseaux sociaux, mais on a parfois l'impression que l'idéologie, c'est la méga-bulle dans laquelle on est comme un environnement sans vraiment le réaliser. Donc je rends hommage de cette expression géniale, la méga-bulle, à Paul Soriano. Ça sera le prochain article des médiédiologues dans Marianne.net. Le dernier, c'est le mien. Alors, l'art de la guerre idéologique. Ça suppose qu'il y a un art, qu'il y ait une guerre et qu'elle soit idéologique. L'art, c'est une technique qui permet de remporter certains succès et de produire un certain effet sur le cerveau humain ou l'âme humaine, suivant son talent. Guerre, alors guerre au sens métaphorique, hein, c'est pas la guerre de Clausewitz, faire une dépense de sang pour faire céder la volonté politique de l'autre. Mais ça a quand même un rapport avec la guerre métaphorique, c'est un conflit. Il n'y a pas d'idéologie sans conflit, il n'y a pas de conflit sans idéologie. Je crois que c'est Mao Tse-tung qui disait la politique c'est la guerre sans effusion de sang et la guerre c'est la politique avec effusion de sang. Moi je dirais que l'idéologie c'est le conflit avant le passage à l'acte et le conflit c'est le passage à l'acte après l'idéologie ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui suppose de l'hostilité. Il n'y a jamais... Alors, on a tous une idéologie. J'ai une idéologie. Vous avez une idéologie. On a à peu près une idée. On va avoir pas mal de trucs en commun, mais bon, voilà. Donc, je ne prétends pas à une neutralité scientifique qui me permettrait de condamner les autres du haut de la chair et je n'utiliserai pas le mot idéologie comme on l'utilise sur les plateaux de télé, comme une injure, comme populiste, fake news. Ça. Nous avons tous une idéologie, ce qui n'empêche qu'on peut parler de quelques règles. Alors, donc, idéologie, le mot est très très piégé, il a une origine historique bien connue, c'est au début du 19e siècle qu'il y a une école des idéologues. Donc ça a un sens positif. On n'avait pas besoin du concept avant la Révolution française, entre parenthèses, c'est quand même un petit détail à remarquer. Des Stutt-Tracy, des gens comme ça, qui disent on va créer une science pour produire des idées justes. Là, on est dans l'optimisme des Lumières, la science et les Lumières vont progresser, donc on va créer une science pour... Et au début, ils soutiennent plutôt Bonaparte, et puis après, le sens négatif premier d'idéologie, c'est Napoléon qui le donne, et il est le premier à dire les idéologues, ce sont ceux qui vivent des fumées, ce sont des gens irréalistes. C'est à peu près le sens dans lequel on l'emploiera dans la plupart des cas, et on dira, moi je suis dans le réalisme, dans le pragmatisme, ou dans les chiffres, ou dans la certitude, vous êtes dans l'idéologie. C'est d'ailleurs la première marque d'une attitude idéologique que de croire que l'autre est dans l'idéologie, et pas vous, hein, bien entendu. Donc c'est un sens négatif, donc dans ce sens-là, l'idéologie est quelque chose de négatif, dont on peut s'évader, ça ressort à l'imaginaire, à l'utopie, à l'erreur, hein, les gens qui ne comprennent pas le réel et soit qui nient les limites du possible, par exemple ils rêvent d'un système qui n'est pas réalisable économiquement ou parce qu'il n'est pas dans le sens de la mondialisation, ou ce sont des gens qui ont des fantasmes, etc. Donc en tout cas ça va s'opposer au réel, des gens qui rêvent, les idéologues sont des gens qui rêvent de faux possibles ou qui conçoivent une fausse réalité. Hein. Ils sont désinformés, ils sont complotistes, ils ne savent pas les réalités économiques, ils ont des fantasmes sur l'immigration, etc. Ça, c'est un terme polémique qui renvoie l'idéologie à l'illusion et qui l'oppose à la vérité, à la réalité. C'est pas un sens qui a beaucoup d'intérêt, puisque ça équivaut à dire moi j'ai raison, vous avez tort. Il va y avoir un deuxième sens qui va être plus intéressant, c'est celui que vont donner Marx et Engels dans l'idéologie allemande, où ils vont considérer que l'idéologie ne tombe pas du ciel, c'est pas une lubie de gens bizarres qui seraient moins intelligents que nous. L'idéologie, ça traduit un rapport de pouvoir.
Hein. Donc l'idéologie est ce qui va servir à, non pas à échapper au réel parce qu'on n'est pas très malin, mais à, d'une certaine façon, à masquer, à justifier le réel. Donc c'est un rapport avec la domination. Jusque-là, je suis d'accord avec l'analyse marxiste. Donc l'idéologie est plutôt à la fois un symptôme, on ne peut pas avoir n'importe quelle idéologie comme ça parce qu'on a lu un bouquin ou rencontré un copain. On a, en fonction de rapports de force sociaux, de sa culture, de ses intérêts au sens le plus large, intérêts économiques, sociaux, culturels, identitaires, on a une prédisposition à adopter une certaine idéologie qui est favorable à ses intérêts, surtout si on est dominant. Mais évidemment, on va rentrer dans des analyses beaucoup plus fines où les marxistes vont se demander pourquoi les dominés ont tendance à adopter les idées des dominants qui justifient le monde tel qu'il est et le pouvoir. Enfin, c'était une idée originale en 1840, je ne sais plus combien, 48 ou 49 quand il a écrit ça, qui est devenu d'une grande banalité. Pourquoi, au fond, d'une certaine façon, même les dominants ne peuvent avoir qu'une certaine idéologie. Il n'y a pas de pensée pure détachée des conditions matérielles et des rapports entre les... Donc, alors, qu'est-ce qui ne serait pas de l'idéologie, puisque on a tous une idéologie du fait de nos intérêts, de nos rapports, de ce dont on hérite, ça serait la science. Ça serait la science dont lui, Marx, serait le porteur, une science universelle, une révélation du... Alors, évidemment, il est un peu revenu au point précédent, moi j'ai raison, vous êtes dans l'idéologie, de manière évidemment infiniment plus fine et subtile, et il a raison sur le point que ça traduit à pouvoir. Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire sur toute la littérature marxiste qu'il y a eu à partir de là. Il y a eu des trucs incroyablement raffinés, Lukács, est-ce qu'il y a un certain stade historique où on peut atteindre la conscience objective, est-ce que l'idéologie a une certaine autonomie? Bon, sont des textes passionnants, bon, on va parler de Gramsci, vous inquiétez pas, sont des textes passionnants, mais c'est vraiment tombé en désuétude, hein, voilà. En ce sens qu'il n'y a plus du tout la richesse de cette production. Il y a plus non plus cette théologie de pinailleur sur la conscience objective qui est déterminée en dernière instance, surdéterminée par la situation objective. Enfin bon, les plus âgés dans la salle se rappelleront un peu ce genre de propos qu'on tenait jusqu'aux années 80. Donc on va faire on va sodomiser les mouches en quelque sorte à partir de bases doctrinales considérées comme certaines. Et donc on est dans cette idée que l'idéologie correspond à un moment historique, à un rapport de force historique, et qu'on pourra s'en libérer un jour. Comment on pourra s'en libérer? Les uns en lisant bien Marx, comme moi, c'est à peu près ce que dit Lukács, à peu près, et d'autres, peut-être, je ne sais pas si c'est plus finement, le jour où les conditions objectives seront réunies et au fond, l'humanité ne pourra se libérer de l'illusion idéologique, dont l'illusion religieuse, opium du peuple, etc., que le jour où les conditions objectives seront réunies, on sera sorti de la vieille histoire pour rentrer dans la nouvelle histoire. Bon, c'est passionnant, voilà. C'est un peu de la théologie et au fond, toutes ces deux idées, ces deux conceptions que je vais essayer de dépasser modestement, aboutissent à l'idée qu'on mettra fin à l'idéologie un jour. C'est peut-être maintenant, par exemple, les macronistes pensent que c'est maintenant, quoi. Sauf quelques... On va y penser ça en 2017 depuis. Bon. Elle va être supprimée. Alors, pour les pionniers, par un effort de l'esprit, parce qu'on lira leurs livres. C'est pas ma prétention. Hein. Pour d'autres, parce que le progrès matériel, immatériel, de la raison, etc., et le succès d'un modèle va balayer l'idéologie. On va en sortir pour faire des choses sérieuses. Là encore,
version plutôt libérale. Bon, c'est comment il s'appelle, Daniel Bell, qui écrit dans les années 70 la fin de l'idéologie. Il dit il y a un modèle mondial qui va s'imposer parce que les progrès de la production et de la science vont par là, et on va tous adopter à peu près le même modèle de management, et les vieux pays marxistes vont s'y rallier. C'est un peu du Fukuyama avant l'heure, encore que Fukuyama, enfin bon, on pourrait dire beaucoup de choses. Donc voilà, donc les choses vont aller tellement bien, et l'évidence du progrès, du développement des sciences et de la prospérité matérielle vont être telles que cette vieillerie sera balayée. Dans la version marxiste, c'est plus subtil. C'est le jour où toute la puissance humaine, matérielle et spirituelle sera réalisée dans le communisme, eh bien, la fin de l'idéologie correspondra à la fin de l'aliénation. C'est cohérent dans son champ. Alors, qu'est-ce que je vais oser opposer à ça? C'est un peu la négation de la négation. Hein. Au fond, qu'est-ce qu'il y a? L'idéologie, on ne peut pas l'opposer uniquement au réel ou à la vraie science ou la vraie conscience. Elle continue et elle se perpétue. Elle se perpétue pourquoi? Parce qu'il y en a toujours au moins deux. Hein? Une idéologie, je ne sais pas s'il y a une période dans l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas de conflit idéologique. Est-ce que sous Pharaon, tout le monde croyait que Pharaon était fils de Dieu? Non, il me semble qu'il y a eu des tensions théologiques et idéologiques qui ont eu des conséquences politiques. Donc, je pars un peu de cette contradiction. On va me dire, il faut sortir, bonhomme, là, faut sortir ta définition. Alors, je pense que une idéologie, ça suppose, c'est un quadrupède, hein, ça a quatre éléments. Il faut d'abord une énergie de réserve, une énergie passionnelle. Hein. Il faut des passions. Si on adopte une idéologie, c'est pas uniquement un choix esthétique ou de pur raisonnement, ça va exiger un engagement de notre part, et ça va répondre à des passions. Passion d'égalité, passion de la liberté, passion de la sécurité. Je pense qu'il y a des passions dominantes suivant les époques. Alors, je reviendrai là-dessus. Je vous livre un peu mon sentiment sur les passions dominantes de notre époque, en tout cas vu de France dans les conditions actuelles. Il me semble qu'il y a le parti de la peur et le parti de la colère. Ce sont des passions négatives. Alors il y a peut-être des utopistes qui pensent qu'on va aller demain vers un monde merveilleux, mais j'en fréquente pas tellement, j'en connais pas tellement. Le super optimisme, qui soit de la société de consommation et de prospérité, ou du communisme, ou d'un vivre autrement, l'an zéro, me semble ne plus très bien marcher. Alors évidemment, on parle à l'échelon d'un pays, des idéologies. Si on détaille dans les milliers, dans les détails, il y en a des centaines de variantes, bien entendu. C'est pas. Mais il me semble qu'il y a un parti de la peur, peur écologique. Si on est à 2 degrés de plus, la Terre va disparaître. Et il me semble que allez, on va prendre cette terminologie, le progressisme macronien. C'est le terme dont il se réclame. Enfin, voilà. Et après avoir et de plus en plus en train de s'enfoncer dans la peur, peur des mauvaises passions, peur des fantasmes que représenterait le Rassemblement national, mais aussi peur de la rue, peur des gilets jaunes, peur des méchants pays, Russie, Chine, etc. Peur d'eux. C'est vraiment l'idée que nous sommes menacés par des dangers, et on va voir un peu plus tard que souvent ils pensent que ces dangers sont idéologiques.
les populistes ne comprennent rien à la réalité, les populistes sont agités par des fantasmes sur l'immigration ou l'insécurité, etc. Ils ont des passions mauvaises, ils ne comprennent rien, et si on avait un peu de pédagogie, bon, c'est un peu facile de se moquer de ça, mais bon, voilà, c'est ça. Donc il faut des passions, il me semble qu'en face, il y a des passions qui sont plutôt de l'ordre de la colère qui se manifeste à travers toutes sortes de gestes. Alors ça peut se manifester par une production dogmatique, théorique, intellectuelle, etc. Mais ça se manifeste par des gestes du quotidien. Enfin, jeter sa robe d'avocat, envahir 2 fois la CFDT, voilà. Là, l'affect qui me semble, je ne vais pas faire les petits Spinoza, quoi, mais l'affect qui me semble être derrière tout ça, c'est de la colère. Mais bon, enfin, vous me direz, tout ce que nous faisons est ému par des passions. Il faut une deuxième couche. Il faut qu'il y ait un système d'interprétation, une grille un système d'explication du monde qui fonctionne par l'idéologie. Dans l'idéologie, ce qui a un avantage, c'est que ça pense pour vous. Ce qui a un avantage pour l'observateur, c'est que ça rend votre production intellectuelle prévisible, hein. On sait à peu près ce qu'on va... Quand quelqu'un arrive sur un plateau de télé, on sait ce qu'il va dire, quoi. On connaît même les mots qu'il va employer et qui vont prétendre à la rationalité, hein. On peut avoir un très long débat sur où passe la frontière entre une idéologie, une religion au sens le plus large. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il me semble que l'idéologie au sens moderne, c'est pas par hasard que c'est apparu fin 18e, début 19e, ne prétend pas se fonder sur un message divin ou d'une autorité transcendante, mais sur la raison, l'observation, voire sur la science. C'est un peu la... Et donc, cette grille d'interprétation, elle va servir à 2 choses principales. L'une, c'est justifier. Par exemple, justifier le monde tel qu'il est, parce qu'il obéit aux lois de la mondialisation, de l'économie, etc., ou parce que tout autre monde serait dangereux et nous mènerait au chaos. La justification étant d'ailleurs une justification générale de sa propre existence, de sa propre situation dans le monde et de sa propre intelligence. Donc justifier historiquement et moralement, je pense que je n'ai pas besoin de développer ces points qui sont assez évidents. Mais l'idéologie, ça sert aussi à occulter. Ça sert à dire ce qui n'est pas pensable. Hein, des événements, des mouvements politiques, des mouvements socio-économiques. L'idéologie va rendre ces trucs insignifiants, on n'en parle pas. Nous sommes dans une période où, on le voit, le parti de la colère, on va dire, on doit plus ou moins en faire un petit peu partie quand même, le parti de la colère est dans l'idée que le parti de la peur est dans le déni de la réalité. Il ne voit pas la crise économique qui vient, le danger de l'islam, que l'Europe va dans le mur, enfin, etc. Et vice-versa de l'autre côté. Donc, d'une certaine façon, occulter, parce que occulter, c'est simplifier et se débarrasser, ça filtre, l'idéologie, ça filtre. Troisième élément, des passions, un système intellectuel, c'est pas pour le plaisir de la pensée, ça aboutit à des prescriptions. Un régime est bon, un autre ne l'est pas, donc il faut faire quelque chose et en général, c'est un engagement à s'engager. Une suggestion de s'engager, ne serait-ce que par un bulletin de vote ou par une attitude. Et puis, évidemment, donc ça se projette forcément dans l'avenir. Toute idéologie nous
se justifie d'un passé, nous parle d'un avenir. Et puis, évidemment, c'est une polarisation. Une idéologie toute seule, ça n'existe pas. Vous avez forcément un adversaire. Donc, il y a forcément des errants ou des méchants, des bêtes ou méchants, à combattre, éventuellement à convaincre, parfois à fusiller, hein, suivant le cas. Alors on peut dire qu'il y a des idéologies universalistes qui espèrent que tout le monde sera convaincu. Il y a des idéologies qui ne peuvent, s'appliquer qu'à un groupe précis. Je sais pas, les gens de l'Iran ne cherchent pas à convaincre les latino-américains, par exemple. Bon. Donc, l'idéologie ne peut exister que dans une opposition qu'elle pense historique. Donc, je dirais que ce sont des systèmes d'idées polémiques, traduisant des valeurs ou des passions et visant à des effets politiques. J'ai essayé de construire ça comme ça. Alors, si vous acceptez cette vision, donc, les idéologies, ça a une caractéristique, c'est que ça évolue au fil de l'histoire. On va essayer de passer très vite. On a été, évidemment, sur un système très polarisé disons à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était à 3 pôles avant, disons, mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, on se range sur une échelle qui va du camp du socialisme au camp de l'Occident, et on s'y classe en quelque sorte par la radicalité, oui, on peut employer ce terme-là dans de l'action qu'on veut mener, hein, entre un super, je sais pas, maoïste et un gentil social-démocrate qui va faire ça en douceur, ou de l'autre côté par un centriste jusqu'à un hyper-réactionnaire anticommuniste, etc. Mais enfin, on voyait à peu près l'échelle de classement, et c'est une période où, on va dire jusqu'à la fin des années 80. Je fais des trucs à la louche, hein, on se comprend bien, je suis en train de parler, de balayer des choses très subtiles comme ça. On voit bien cette bipolarisation, et on voit bien la différence qu'il y a entre la lutte concrète, matérielle entre les deux idéologies. On prend tel ou tel pays où on se fait la guerre dans tel ou tel autre, et la prééminence spirituelle, j'entends spirituelle au sens où disait Marx, dans des choses de l'esprit, de la culture, ou des valeurs, et on est dans une période où, en particulier en France, ça passera, enfin en Europe, et ça passera après aux États-Unis, il y a une crainte des anticommunistes d'une prééminence culturelle, intellectuelle, de la représentation du monde, entre guillemets, de gauche. Donc, au fond, ce que certains analyseront en se référant aux théories de Gramsci. Alors, la théorie là encore, je suis obligé de résumer des choses très complexes de manière simple. Quelle est la théorie de Gramsci? Il pense en termes complètement orthodoxes de lutte des classes, qui est que la classe dominée ne prendra le pouvoir que en créant des alliances avec d'autres classes, en les associant à son projet, et B, si elle prend le pouvoir intellectuel de préférence avant le pouvoir matériel. Hein. Alors que veut dire prendre le pouvoir matériel? C'est intéressant de relire Gramsci d'ailleurs, donc l'idée de
donner une éducation nationale et sociale au peuple. Hein, donc il s'agit de donner des armes au peuple pour qu'il ne partage pas forcément les idées des classes dominantes qui sont imposées par l'Église, l'armée, l'école, la pensée académique, etc. Bon, ce qui sera interprété, on va dire en France, bon, de ce côté-là, il y a pas de doute, la nouvelle droite est partie avant les autres, hein, comme l'idée qu'on peut mener une lutte, un gramscisme de droite était possible pour... J'ai beaucoup de critiques à faire sur le gramscisme de droite, on en reparlera. Bon, il y avait au moins le mérite d'essayer, quoi. Est possible en ce sens qu'il y a des lieux de pouvoir intellectuel qui seraient, je sais pas, l'université ou la télé, par exemple, qui véhiculent les valeurs, une représentation du monde, et qu'on pourrait les conquérir. Donc ça repose sur l'idée, à mon avis, vraie sur le fond, c'est la méthode pour appliquer qu'on peut discuter, qu'il y a une certaine autonomie de l'idéologie, qu'elle n'est pas mécaniquement déterminée par l'état du PNB ou l'état de la lutte des classes, quoi, pour faire la version de droite ou de gauche, une certaine autonomie. Hein. Voilà. Il n'y a pas une idéologie qui peut s'imposer simplement parce qu'une bande de gens très intelligents se réunissent dans une cave. Qu'il y a une certaine autonomie et qu'il y a un lieu de lutte pour imposer ses interprétations, ses valeurs, etc. Et qu'il y a un pouvoir culturel à reconquérir. C'est une idée qui était, qui paraît peut-être un peu banale aujourd'hui, mais qui est formulée dans les années 80. Et puis, il se passe un truc, c'est que la grille disparaît parce que le camp du socialisme disparaît. Alors, je vais vous faire un petit aveu un peu narcissique. En 1987, j'écris un bouquin qui s'appelle La soft idéologie. Donc avant la chute de l'URSS, j'avais déjà... Enfin, nous, hein, j'ai écrit ça avec deux copains. Nous avions déjà acté que le problème, le communisme, non pas on n'avait pas prédit les fondements du communisme, enfin, en tant que force idéologique, les modèles chinois, cubains, etc., n'étaient plus la question, et qu'on allait vers une fusion, on va essayer de dire les choses de façon plutôt simple, entre une vision des rapports de pouvoir et d'économie libérale de droite et des valeurs culturelles héritées de la gauche au sens très large. C'est une chose qui est un petit peu banale aujourd'hui, mais bon, créé en 87. Donc c'était un peu la pensée unique ou le lib-lib libéral libertaire, système politique économique de droite d'un côté et de l'autre intégration d'un projet de libération du contrôle et domination et de valeurs de gauche qui se dessinait. Donc c'était une synthèse molle entre moralisme, individualisme et soumission à un modèle économique, la soft idéologie. Et d'ailleurs, très peu de temps après, on a commencé à parler de soft power. Hein. Alors, soft, bon, pourquoi soft? Parce que, évidemment, ça vient du monde anglo-saxon. Il y avait un petit peu un jeu de mots par rapport au soft drink de l'idéologie, par rapport aux vraies boissons idéologisées des utopies, alcoolisées, je veux dire, pardon, que représentaient les utopies personnelles, puis soft comme un software qui sert à programmer les idées. C'est vrai que Nye, Joseph Nye, a produit peu après, entre-temps il y a eu la chute de l'URSS quand même, a produit l'idée de soft power. Alors c'est quoi le soft power? C'est à côté du hard power qui se mesure en PIB, en nombre de têtes de missiles, en production de ceci, de cela,
en avancées technologiques, en nombre de prix Nobel, tout ce que vous voulez, il y avait un pouvoir de séduction, d'attractivité du modèle américain. La formule n'est pas de lui, c'est les deux M et les deux H. Alors les deux M, c'est McDonald's et Microsoft. McDonald's, c'est la culture industrielle la plus basse, des habitudes de vie, une bouffe dégueulasse, mais un modèle qui va se répandre dans le monde entier. M, c'est Microsoft. Bon, je n'ai pas besoin de vous développer en quoi Microsoft et les GAFA représentent un pouvoir politique, géopolitique et idéologique. Et les deux H, c'était Harvard et Hollywood. Voilà. Donc Hollywood, l'imaginaire que tout le monde partage, voilà, qui envahit les écrans de télévision, etc. Et Harvard, c'est aussi la capacité d'exceller dans la production de connaissances. Et par ailleurs, alors pendant cette période, alors d'une part, on a vu naître le mythe un peu Fukuyama, quoi. C'était la fin de l'histoire, la soft idéologie, quoi, avait gagné, et on allait éliminer les derniers foyers d'obscurantisme. Au fond, on voyait ça comme une lutte contre un obscurantisme, ceux qui n'avaient pas encore compris les bénéfices de rentrer dans le système mondial. Ce sont des idées que vous retrouverez également chez les néoconservateurs, par exemple, pourquoi on fait des guerres? Pour démocratiser le monde et éliminer les derniers tyrans qui empêchent leur peuple de rentrer dans le mouvement mondial irrépressible. Donc, on a vu de cette façon s'instaurer cette pensée unique, mais qui était à la fois dans le triomphalisme. Je veux dire, elle a quand même échoué. Il y a quelques milliards d'êtres humains qui ne la partagent pas. C'est quand même une remarque de base. Il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Indiens. Voilà, il y a un grand nombre de pays qui n'ont pas adhéré à ce modèle d'évolution obligatoire. Et par ailleurs, cette vision triomphaliste, là encore, je simplifie atrocement, n'avait pas imaginé et pensé la montée du populisme et de la protestation et du parti de la colère et du refus d'intérioriser les valeurs du bloc élitaire ou des couches supérieures ou du modèle mondial, appelez-le comme vous voulez. Alors donc, à la fois cette surprise historique, et un durcissement de la soft, paradoxalement, un durcissement de l'idéologie, puisque, étant incapable de concevoir l'altérité, pourquoi les Russes pensent comme ça, pourquoi les électeurs de Boris Johnson, Marine Le Pen pensent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, au fond. Il y a une incapacité de comprendre l'altérité qui va créer des systèmes où effectivement il y aura de plus en plus d'interdits, où on traitera de plus en plus l'idée adverse, non pas comme une idée, mais comme une violence potentielle, avec des concepts mous comme la haine, par exemple, qui va servir à discours de haine, vous radicaliser, enfin on peut en sortir 50, ou les extrémistes, voilà, qui va considérer donc, déjà ce terme de radicaliser, on peut en parler pendant des heures, c'est un concept hyper idéologique. Donc il va y avoir à la fois cette montée de la façon d'exclure de la parole ou de la légitimité, etc. Vos idées ne sont pas des idées, elles sont de mauvaises passions, etc. Et parallèlement, la montée du politiquement correct qui va autoriser à réprimer au nom de la victime. Qui est incroyablement puissant dans les universités américaines et qui envahit la société. Bon,
On a tous vu des exemples, hein, des trucs délirants où interdit telle pièce de théâtre, tel mot, etc. Ou donc autoriser là, non pas de l'évidence du modèle, mais de la souffrance de la victime, voilà, ou les mauvaises idées, ou les mauvais mots qui peuvent donner les mauvaises idées, sont traités comme des effets de libération dont il faudrait se libérer. Donc, je dirais, jouant du triple ressort de la moralité, le parti du bien, de la fatalité, le monde va par là. Là, on doit tous devenir libéraux européens et suivre les évolutions sociétales, quoi. Il n'y a pas à discuter, c'est forcé. Et en jouant aussi sur le record de la culpabilité, vont s'imposer une forme de répression idéologique dont un des premiers symptômes est d'ailleurs de dire eux sont dans l'idéologie et nous ne sommes pas dans l'idéologie. Alors, ça va mal, hein, donc on va être de plus en plus persécutés, etc. Non, visiblement non. D'une part, parce qu'il me semble que en abandonnant, je vais peut-être penser à atterrir, en abandonnant un peu ses utopies, son optimisme, sa promesse, l'idéologie dominante. Allez, on prend le terme macroniste, sauf qu'idéologie, progressisme, je vais employer les termes de manière à peu près... Pardon ? Oui. La positivité, tout ça, va... alors, la question qu'on doit se poser, on voit que cette idéologie, elle est très explicite, très installée. Elle produit d'ailleurs un langage complètement standardisé, des catégories, etc. Est-ce que ça n'est pas un symptôme ? Est-ce qu'on n'est pas dans une fin de cycle, hein? C'est l'hypothèse qu'on peut... Alors, une fin de cycle, ça ne veut pas dire que les bons vont gagner, hein, c'est plus compliqué que ça. Il me semble que cette idéologie... Je prends sa forme macronienne, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Elle ne remplit plus bien les fonctions d'une idéologie. C'est un jugement purement technique, même si vous avez compris où vont mes jugements de valeur. Elle ne remplit plus très bien ses fonctions. D'abord, elle interprète mal le monde. Elle voit pas arriver, elle voit pas arriver le vote Boris Johnson. Elle voit pas arriver, voilà. Donc, elle perd sa capacité d'analyse, d'interprétation, et elle en est réduite à des pétitions de principe tout à fait extraordinaires. Je sais plus comment s'appelle le bouquin des deux, Emelin et l'autre. Le progrès ne tombe pas du ciel, ou un titre ridicule comme ça, ou le bien c'est mieux que le mal, enfin un titre dans ce genre-là. Je me souviens plus. On atteint à ce degré-là, quoi. Il y a les gens qui veulent que ça aille mieux, c'est le progrès, il y a les gens qui sont contre. Bon, voilà. Donc, ce système d'explication ne comprend plus pourquoi il engendre des ennemis il en est réduit à exiger plus du même, plus de la même chose ou plus de pédagogie. Or, une idéologie, ça doit devoir vous donner un système d'analyse. Une autre fonction de l'idéologie, il y a quand même une part d'utopie, quoi. L'idéologie, elle vous mobilise. Avec les copains, avec la manif, ou plus si affinité, c'est qu'on espère quelque chose. Il y a quand même cette part d'espérance. Je connais peu de gens qui fassent ça par pur esthétisme, etc. J'en connais quelques-uns. Donc, qu'est-ce que peut nous faire espérer ce système, quoi. Hein? Ouais. Le système actuel, enfin, je veux dire, le système macronien, libéral, dominant. Alors, on pose la question. Okay. Il n'est pas libéral. Alors, il n'est pas libéral. Ah, oui, 56% du PIB, mais enfin, il se dit libéral, quoi. On peut discuter de. Je l'appelle progressiste, soft, dominant, etc. Quand je dis dominant, je pense qu'il y a, quand il y a des idées.
Quand il y a des êtres humains, il y a des idéologies. Quand il y a des idéologies, il y en a forcément deux. Et quand il y en a forcément au moins deux, il y en a une qui est dominante. Hein, voilà. Donc, en ce sens, le terme d'idéologie dominante n'est pas du tout ridicule. Et il a de plus en plus, il fonctionne à la peur, et il a de plus en plus de mal même à faire rejeter, hein, puisque les mouvements populistes, et donc ça fonctionne très mal techniquement comme idéologie. Sinon, pour des fonctions très secondaires de l'idéologie, qui est la fonction, je dirais, narcissique, de se rassurer, de montrer qu'on appartient bien à la classe des gens intelligents et progressistes. Donc ce système fonctionne mal. Et fonctionne mal parce que il n'arrive pas à empêcher les tensions, y compris les tensions dans la rue, et il n'arrive plus à faire adhérer le bloc populaire à son projet. En termes marxistes, les dominés sont pas très convaincus par les dominants, sont de moins en moins convaincus par les dominants. Alors, il y a une crise. Cette crise, bon, on va pas dire des évidences. Cette crise, elle est sociale, elle est géographique. Il y a un petit tas de bouquins excellents pour montrer comment France urbaine contre France périphérique, bloc élitaire contre bloc populaire, archipélisation de la France. J'accepte toutes ces analyses. Enfin bon, on peut en faire une synthèse, mais quand vous avez tant de bonnes analyses qui vous disent ça, qu'il y a une base sociale, matérielle, culturelle entre ceux qui espèrent plus rien et ceux qui pensent que le monde ne va pas si mal, oui, c'est vrai, quoi. Hein, voilà. Surtout qu'il n'y a aucune analyse adverse qui puisse ridiculiser cette thèse. En fait, je dirais qu'il y a bon, je suis médiologue, c'est le genre de question qui me turlupine particulièrement. Alors, on n'a pas, il y a des parties entières du bouquin que j'ai pas eu le temps de traiter. J'ai pas traité des intellectuels, j'ai pas traité du pouvoir idéologique international. On peut le faire dans les questions. Mais évidemment, le pouvoir idéologique, c'est pas juste la production d'idées. Ça passe. Bon, faut avoir un bon message. C'est bon d'avoir des bons théoriciens, mais c'est pas obligatoire. Faut que ça passe par des médias. Faut que ça atteigne le cerveau des gens, et si possible, le plus d'heures possible pendant leur... il y a une question de temps de cerveau humain. Ce temps de cerveau humain, pour faire très très simple, il a été occupé par les masses médias qui avaient une vision du monde cohérente, et les réseaux sociaux ont bouleversé ça. Alors, je suis pas en train de vous dire les libéraux et les élitaires regardent BFM, les populistes sont en train de cliquer sur leur téléphone, c'est plus compliqué que ça, mais les réseaux sociaux, paradoxalement d'ailleurs, parce qu'au début ça a été intégré dans un discours libertaire, les réseaux sociaux c'est formidable, tout le monde va pouvoir s'exprimer, donc tout le monde va être pro-démocrate, pro-ouverture, les dernières, les Saddam Hussein vont s'effondrer, Poutine aussi, la Chine, etc. Bon, sont devenus le lieu d'une expression d'en bas qui exprime ce refus, cette colère, pas toujours en termes très raffinés et parfois avec des choses choquantes moralement et primaires dans l'expression, mais ça l'exprime. Hein, donc c'est devenu un lieu d'engagement, et d'ailleurs on voit que la répression va gagner sur les réseaux sociaux avec l'accord des GAFA pour filtrer, sous divers prétextes, discours de haine, offenses, fake news, etc. Qu'il va y avoir une bataille politique et matérielle qui va doubler la bataille culturelle, intellectuelle, spirituelle. Voilà, je crois qu'on a rarement été autant dans une situation aussi ouverte. Alors, il me semble qu'il y a des tendances, j'atterris, ok. Il me semble qu'il y a des tendances qui vont s'affronter. Bon, d'une part, le contrôle de la crime-pensée. Hein. Crime-pensée, c'est un terme que j'emprunte à Orwell.
il devient de plus en plus fort et de plus en plus hystérique. Évidemment, par exemple, il va faire de plus en plus l'amalgame entre violence physique, matérielle, on envahit la CGT, on fait des lazzi contre Macron devant un théâtre, et les idées qui nourrissent tout ça. C'est d'ailleurs bizarrement un idéalisme renversé. Les mauvaises idées amènent les gens à faire de mauvaises choses, donc il faut sérieusement contrôler ça. Donc voilà. Et en face, on a effectivement une production. Alors, il y a une pensée critique du système. Si vous allez dans des bonnes librairies, vous trouvez d'excellents bouquins. Si vous allez dans les manifs, vous trouvez d'excellents gens qui expriment cette colère et qui sont dans un refus très spontané du système et qui ont bien compris qu'il y avait une idéologie dominante. Comme dit Machiavel, on observe mieux la société d'en bas. Donc, ceux qui en subissent les inconvénients comprennent bien qu'on leur cache un pan de la réalité, qu'on les moralise ou qu'on les gronde. Le problème est un petit peu entre les deux. Voilà, c'est entre les deux. Alors entre les deux, ça peut être dans les médias classiques, ça peut être dans l'université. Là, c'est vraiment abominable en ce moment. Ça peut être les groupes qui peuvent propager l'idéologie. Donc il me semble que nous sommes rentrés dans une période d'hyper-idéologisation où les passions idéologiques vont se durcir, et on est au moment où voilà, il faut repenser les méthodes. Alors, il me semble que l'idéologie, par définition, elle se propage et par définition, elle cherche à gagner de nouvelles têtes. Il faut travailler, je crois, sur le message, ça va de soi, écrivez de bons livres, ouais, d'accord. Les médias, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer autrement que sur les réseaux sociaux, parce que le vieux système des mass médias est encore très prégnant. Et puis, il faut aussi une adaptation au milieu. Quel est le message qu'on adresse? C'était très frappant dans le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait plein de trucs spontanés qui partaient dans tous les sens, dont on a vu très bien au fil du temps que ça a été capté plutôt par la France insoumise ou par des gens comme ça, c'est gaucher, mais bravo les gars, je veux dire, ils ont été bons, ils ont été dans les manifs, ils étaient organisés, ils savaient lancer des slogans, ils avaient des idées à répandre, l'enthousiasme est grand, donc il faut effectivement s'adapter à ce milieu, et puis il faut des médiations, il faut des groupes humains organisés qui puissent s'affirmer, et il me semble que dans ce domaine-là, les systèmes d'exclusion, que ce soit dans l'université, dans l'entreprise, c'est un endroit abominable d'un point de vue idéologique. Enfin, alors, on pourrait discuter pourquoi, mais voilà. Il y a aussi des lieux de médiation, des groupes à conquérir. Il me semble en tout cas que là, on rentre sur une période entièrement passionnante et ouverte, où vraiment on rentre dans le tout est possible, y compris la catastrophe d'ailleurs, mais tout devient possible. Voilà, je pense qu'on peut poser des questions. Si vous levez, si vous parlez bien fort, monsieur là-bas. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.